Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre, les rencontres d'Averroès. Aujourd'hui, nous allons traiter une question très importante, de manière beaucoup plus, on va dire aujourd'hui, moins théorique, beaucoup plus pratique. Voilà, j'ai deux invités. Donc nous sommes trois à traiter de la thématique de l'engagement social en général, l'engagement social en lien avec la foi aussi, puisque nous sommes dans un lieu qui a quand même une vocation à être un lieu de foi, Averroès, mais nous allons aussi parler de l'engagement social, de la solidarité, je dirais au-delà de cet aspect, je dirais, musulman, même si c'est un point de départ, et on va l'ouvrir sur l'engagement, la solidarité dans la société, c'est-à-dire avec tout le monde, dans la société de manière universelle, comme un service d'intérêt général, comme une obligation d'action sociale et de réponse à ce qu'on constate comme détresse, comme besoin, quelles que soient les personnes ou quel que soit voilà, au-delà de toute catégorie sociale, ethnique, convictionnelle ou autre. Donc j'ai le frère Mohamed Rabih, il pourra compléter, il ne faut pas être très modeste, donc tu complètes si j'oublie. Il est directeur de Humanapil, association humanitaire, qui actuellement vraiment voilà, bien présente sur la scène nationale et internationale, puisqu'ils ont des actions autant au local, c'est-à-dire dans le national en France, et en Belgique et ailleurs, qu'en international. Donc il est praticien de ces questions d'engagement social au quotidien. Il a un parcours très long, on se connaît dans beaucoup de causes, notamment les causes justes qu'on a en commun, toutes les causes justes, y compris la cause palestinienne. On n'a pas à le mettre de côté parce que c'est un symbole des causes justes à défendre parmi beaucoup d'autres causes justes, mais aujourd'hui elle est quand même très centrale. Donc j'avais envie quand même de la mettre au cœur aussi. Et j'ai Samira Zawi, qui est militante associative, militante sociale, depuis une trentaine d'années, sur le terrain, qui était ancien attaché parlementaire, donc ce qui lui a permis quand même de bien connaître les rouages de l'administration, des questions administratives, sociales et institutionnelles. Donc ça l'a formé quelque part, ça lui a permis quand elle s'est engagée dans cette vocation. D'ailleurs, je peux le dire, puisqu'elle ne va pas le dire, mais je le dis, elle le fait à titre bénévole depuis 20-25 ans. Puis voilà, donc avec l'ACAFI entre autres, elle a été très présente aussi avec l'association ACAFI, Association culturelle d'amitié français immigrés. Donc elle est connue à Sainte-Geneviève-des-Bois et dans les environs. Elle fait des activités d'alphabétisation, d'accompagnement à la vie sociale, l'accompagnement scolaire, plein d'actions aussi solidaires et sociales. Voilà, donc on a un profil, et moi je suis, vous me connaissez, moi je suis aussi dans le développement social de par mon parcours professionnel. Après avoir été dans le médical, j'ai bifurqué vers autre chose et voilà, j'étais directeur d'un centre social, entre autres à Grigny 2. Donc j'ai un parcours de ce qu'on appelait les DEFA à l'époque, donc c'est les cadres du développement social et local. Et puis un parcours associatif d'organisation sociale, d'organisation citoyenne, etc. Donc j'ai plusieurs casquettes, mais aujourd'hui j'ai plus envie qu'on discute de manière... La dernière fois j'avais fait une intervention sur la relation de la foi avec l'engagement. L'engagement
dans la société. Et on était arrivé à la conclusion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était engagé dans les questions de droit, les questions de justice, les questions d'engagement social, même avant d'être prophète. Donc voilà, le pacte des justes, etc., et à partir de là, il a été très présent aussi dans l'entraide, le social, l'accompagnement des plus démunis, etc., même avant d'être prophète. Et une fois qu'il est devenu prophète, il a confirmé ce type d'action et son engagement n'a pas changé. Il a dit « je reste fidèle à cet engagement » et on a vu comment, à travers le pacte de Médine, entre autres, la question de l'engagement social dans l'islam, elle est universelle, puisque Médine veut dire la cité, que le pacte de Médine s'adressait à des citoyens qui, pour la première fois dans l'histoire, se sont vus regroupés dans un vivre ensemble avec une charte, un pacte coécrite, coélaborée avec toutes les composantes, quelles que soient convictionnelles, religieuses, spirituelles ou ethniques ou autres. Ça a été une charte commune, et c'est, à ma connaissance, les historiens le confirment, Bruno Dervisky et autres, que c'est la première fois que ce vivre ensemble s'est concrétisé dans une cité et où la liberté de conscience, le vivre ensemble, quelles que soient les convictions, était garantie par une charte et garantie par la personne du prophète lui-même, puisqu'il a dit dans un hadith, celui qui rompt un engagement qui nous lie à des personnes avec qui on a un impact, c'est moi qui serai son procureur le jour du jugement dernier. Yani, comme quoi les engagements du prophète sallam nous engagent et on doit les respecter. Donc je ne vais pas faire long sur cette introduction. Je donne la parole au frère Trabih en premier. Pour une fois, on va inverser les priorités. On veut mettre les femmes en avant, mais à la demande de Samira, elle veut pas trop être en avant. Donc, je lui donnerai quand même la parole. Donc, elle n'a pas le choix. Mais je commencerai comme ça, elle a le temps de se familiariser à Mohamed Rabih sur une petite présentation de son parcours, de ce que c'est qu'Humanapil, puisque ce sera, à mon avis, un partenaire avec lequel on va constituer donc les choses concrètes qu'on a envie de constituer. Et après on rentre dans voilà, je donnerai la parole à Samira peut-être pour donner un petit aperçu sur ces grands constats, ce qu'elle a vu au bout de 20-25 ans, 30 ans sur le terrain. Et après on va revenir sur le concret, c'est-à-dire comment on peut faire pour organiser cette question de la solidarité à des échelons locaux, à des échelons nationaux, mais locaux aussi, surtout locaux, et comment on peut démarrer un process. Aujourd'hui, c'est juste un démarrage. C'est pas aujourd'hui qu'on va répondre à toutes les questions. Mais ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, les prochaines rencontres, on va faire peut-être une en janvier, ou en tout cas avant le Ramadan, une ou deux, ce sera plus des rencontres de travail, des réunions de travail. Donc on invitera ceux qui veulent venir s'engager à Averroès, ou même pas, on ne va pas travailler que dans le cadre d'Averroès d'ailleurs, puisque Averroès sera un point de départ, mais nous on va travailler dans la société, c'est-à-dire dans les villes voisines, Val d'Orge, Grigny, l'Essonne, on n'a pas de limite géographique et on ne va pas travailler dans les mosquées seulement, on va travailler surtout dans la société. On sera ouvert aux lieux qui veulent nous accueillir, que ce soit une association, une institution, une mosquée, on est ouvert. Voilà. Comme ça, on est complémentaire de ce que font les associations, les mosquées ou autres, ou les églises. Voilà. Donc c'est Mohamed Trabih, en tout cas, heureux de t'accueillir une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois que tu viens à Sainte-Geneviève-des-Bois, tu connais bien Averroès. On te casse la tête régulièrement, on te sollicite pour des questions d'urgence sociale et autres, etc. On oriente les gens, etc. Donc je vais te donner quand même le micro qui est mieux et tu nous fais une petite présentation de ton parcours, de l'association Humanapil et de ce que ça t'inspire comme démarche. Inch'Allah. Barakallahu fik. Alors, pour commencer, c'est bon? C'est bon? Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je tiens à remercier le frère Moukran et la mosquée de Sainte-Geneviève de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis toujours disponible. Ça, c'est une part, en fait. Être au service de l'autre, hein, ça, c'est l'engagement. Et ça fait plaisir toujours. Ça fait plaisir au soi, ça fait plaisir aux autres. Je vais corriger deux choses. Mon prénom, Mohamed, mon nom, c'est Drabi. Il n'est pas Drabih. Première chose. Parce que les Maghrébins, ils prononcent les H, Ha. Alors c'est vraiment Ha. Donc je m'appelle Mohamed Drabi. Et par rapport à mon fonction à Human Appeal, je ne suis pas le directeur de Human Appeal, et je dirige le département de levée de fonds. Donc c'est nous, avec mon équipe, qu'on va aller chercher le fonds qui finance le projet à Human Appeal. Par contre, le directeur, il s'appelle Mohamed, mais Mohamed Youssef. Voilà. Alors, pour commencer, ce sujet-là, il est très, très intéressant, en fait. Je ne suis pas... j'ai pas des sciences approfondies dans l'islam, mais je connais un peu quand même. Et donc, parler de moi-même avant de parler de ce sujet, je suis palestinien de Gaza. Je suis venu en France en 1985 suivre mes études. J'ai fait un master en agroalimentaire à Montpellier et j'ai travaillé dans l'enseignement. Et après, j'étais bénévole dans une association et petit à petit, j'ai mis les pieds dans leur travail associatif et ils m'ont demandé d'être à temps complet avec eux. Donc j'ai quitté le travail qui était à Montpellier, au soleil, et je suis venu à Paris ici dans l'embouteillage. Bon, alhamdoulilah. Donc voilà, je suis à Human Appeal depuis 2019. Human Appeal, c'est une organisation internationale, UNG, qui était fondée en Angleterre, dans la ville de Manchester, avec des étudiants palestiniens et d'autres. Ils ont commencé par le parrainage de quelques enfants en Afrique, et après, ils l'ont déclaré comme une association, et ça a grandi. Et en 1991, on a ouvert un bureau à Gaza. Et ici, le bureau de Human Appeal en France, il est arrivé en 2014. En 2014, voilà. Ça, c'est le bureau de collecte de fonds. Et à Gaza, ailleurs, dans l'autre pays où on fait des projets, c'est des bureaux de réalisation de projets. On a au Pakistan, on a au Sénégal, on a à Gaza, on a au Yémen, etc., dans différents pays où il y a soit la guerre, malheureusement, soit la catastrophe naturelle. Et donc, il y a une aide permanente. Après, dans d'autres pays où on n'a pas un bureau, on compte sur un partenaire local, comme le cas aujourd'hui au Maroc. Et voilà. Donc, notre travail, ça touche à tout, l'éducation, le parrainage des orphelins, la santé, l'aide alimentaire et aussi, bien sûr, les projets durables, l'investissement dans les créations de revenus. Donc voilà, en gros, ce que fait Human Appeal comme travail. Maintenant, si on parle de le sujet, si on revient au sujet, la foi et l'engagement social. Bien sûr, on réfère à des textes coraniques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala يقول في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc on trouve ici الذين آمنوا, les gens qui ont la foi, mais tout de suite وعملوا الصالحات. Donc c'est pas assez d'avoir la foi et dire voilà, j'ai prié, j'ai fait mes 5 prières, j'y vais à la mosquée, mais la société ça m'intéresse pas, c'est pas ça. Après on revient aussi à d'autres sourates comme sourate Al-Ma'un, رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. Regardez, l'yatim, Allah il a donné un statut qui celui qui ne se soucie pas de l'yatim, c'est comme il ne croit pas en fait.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. اليتيم c'est l'orphelin. Voilà. ولا يحض على طعام المسكين. Donc le rôle, avoir la foi, ok, mais après il faut se soucier de sorts de gens qui sont dans la société, les faibles dans la société. Mais le troisième étape aussi, يحض على طعام المسكين. Tu les fais, mais tu demandes aux autres aussi de les faire. Voilà. Donc, et ça, c'est en fait quand l'engagement social, c'est vraiment, c'est comme une réaction en chaîne. Quand toi, tu les fais, tu encourages les autres de les faire. Et ça, c'est très important. Et après, toi, tu vas avoir la satisfaction que toi, tu étais la cause de sortir des gens de pauvreté, d'aider les gens, de défendre l'injustice et s'aimer la paix dans l'entourage et dans le pays où tu te trouves. Donc ça, c'est comment le Coran il traite ce sujet-là. Il y a aussi sourate الزلزلة. الله سبحانه وتعالى يقول فيها ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Donc l'action il est divisée en deux. Peu importe. L'action il est divisée en deux. Khair ou shar. Donc, bien ou mal. Bien ou mal, bien sûr. Et donc toi, Allah il te dit tout ce que tu fais il est compté dans ta balance ou contre toi. Donc tout ce qu'on fait là, c'est un acte d'adoration. Quand on aide les autres, c'est un acte d'adoration. On augmente notre foi, on a la foi, on augmente notre action aussi dans la société. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Ça, c'est le concept de la relation entre la foi et l'engagement social. Et Human Appeal, en gros, par rapport à ces grandes actions, qu'est-ce qu'elle fait? Dans quel type de démarche ou d'activité à l'international, mais en France en particulier? Oui, en fait, vous savez que malheureusement, dans ces dernières années, il y a beaucoup d'urgences, et soit, comme j'ai dit, catastrophes naturelles ou de guerres. Donc, on est concentré plus sur l'urgence aujourd'hui. Les développements, on continue de les faire, mais l'urgence, il faudra les faire maintenant, et il faudra préparer à ça même avant qu'elle arrive. Tu vois, il faudra avoir dans un lieu proche où on peut imaginer des tremblements de terre, par exemple, en inondation, etc., qu'il y a des quêtes de santé, des produits alimentaires, qu'on peut les acheminer rapidement. Donc, Human Appeal, leur politique, en fait, d'arriver à le lieu où il y a les demandes d'aide dans les 72 heures. Et ça, c'est un objectif qu'on atteint dans la plupart du pays. Comme j'ai dit, on touche à tous les domaines. On envoie les enfants à l'école, on paye dans les hôpitaux, les appareils, les médicaments, même les salaires de certains hôpitaux. Et dans le parrainage, tous les enfants, peu importe quel pays, en fait, les musulmans ou non musulmans, on les parraine. Donc l'aide qui est fournie par Human Appeal, elle touche à tout le monde. On était parmi les premières associations qu'on a allé à Mayotte et on a investi énormément d'argent là-bas à Mayotte avant même d'autres grandes associations qui met les pieds là-bas. On a compté sur des commerçants sur place. On a aidé les gens dans même pas les 24 heures. Actuellement, je crois que le Soudan est quand même quelque chose qui montait comme voilà. Pour l'urgence aussi. Mais parce qu'on dit Mayotte c'est la France, et donc on va continuer d'abord en France. Oui. Donc nous, on a Human Appeal, elle a un bureau à Saint-Denis, mais aussi dans les Yvelines, à Chanteloup-les-Yvelines, à Lille, à Montpellier, à Lyon. Donc là où on se trouve, nous, on va faire le social. Et le social, ça peut être repas chaud, ça peut être un colis alimentaire, ça peut être aider une famille à s'en sortir parce qu'elle est très endettée, ou envoyer un groupe de femmes, comme on a fait en Belgique, pour sortir de leur quotidien, avoir un moment à eux-mêmes. Donc on le fait aussi pour les enfants qui n'ont pas le moment d'aller en vacances, par exemple. Donc tous ces projets-là, on les fait avec des partenaires ou avec nos bureaux qui se trouvent dans les villes. Voilà, donc si parmi les associations que nous voient, que nous entendons,
il y a un projet à proposer à Human Appeal. Ici en France, on est preneur, on peut rentrer en partenariat et faire ce projet social. Par rapport au Soudan, alors là, le Soudan, vraiment, je suis gazaoui, je suis touché par ce qui se passe à Gaza, mais aussi le Soudan. Le Soudan, c'est oublié. Le Soudan, c'est plus de 12 millions déplacés. Et quand on dit déplacés, ça veut dire pas ils ont pris leur voiture, ils sont déplacés. Les gens, ils marchent à pied. Les gens, ils marchent. Une famille, elle part. D'abord, il vit une vie normale et du coup, tout bascule. Et cette famille, elle doit partir et tout de suite, laisser tout derrière eux. Et après, sur le chemin, on a les blessés, on a les malades, on a le manque d'eau potable, on a le manque de nourriture, etc. Et la troisième étape, quand elle arrive dans les camps de réfugiés. Et là, la question quand les acteurs humanitaires qui les posent à ces familles quand ils se déplacent, vous savez que c'est quoi? Vous étiez combien? Vous étiez combien? Parce que quand ils sont partis, il était peut-être 7 ou 8, mais arrivés dans les camps, 4 ou 5. Les autres, ils sont morts sur le chemin. Donc là, le Soudan, aujourd'hui, il subit les pires catastrophes faites par les hommes, en fait. C'est les responsables de guerre, cette guerre-là, contre le peuple. Les premiers qui payent cette guerre, c'est les civils. Et donc, nous, Human Appeal, on était acteurs, surtout dans les camps de réfugiés quand elle arrive, parce qu'en fait, même les acteurs humanitaires, pour aider, il faudra protéger leur vie d'abord. D'ailleurs, on a perdu 3 personnes à Gaza par les bombardements. Et donc, quand on le reçoit, et on commence en fait par lui donner les premiers secours, s'ils sont blessés, s'ils sont malades, et après, bien sûr, fournir l'eau, monter des tentes pour l'accueillir et préparer le repas à manger. Ça, c'est la première chose. Après, en fait, on va l'écouter, on va l'assister. Les gens là-bas, ils ont besoin de parler de leur souffrance, de leur expérience, etc. Donc aujourd'hui, Soudan, il est oublié, mais Human Appeal, il est continué, en fait. On a une action avant cette guerre au Soudan, et on continue à intensifier notre action aujourd'hui. Inch'Allah. Donc, de toute façon, quand on dit... Quand on dit... En fait, les journalistes, il y en a des journalistes, mais comme j'ai dit, pareil, les acteurs humanitaires et les journalistes se protègent. Donc, on ne peut pas aller dans la zone de guerre. Donc, quand c'est dans les camps de réfugiés, oui, il y a des journalistes. Et peut-être vous avez remarqué que Al Jazeera a parlé de ce sujet-là. Et vous avez vu, en fait, l'action même... moi, j'étais surpris d'avoir un camion du Human Appeal sur les chaînes Jazeera en direct. Oui. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, les démarches de prise en charge en général dans l'humanitaire ou dans le social, c'est multidimensionnel. C'est-à-dire, c'est pas juste donner à boire ou à manger. Il y a l'aspect médical, il y a l'accompagnement social, il y a l'accompagnement psychologique. C'est ça. Parce que les traumas, etc., etc. On va revenir. Alors, je donne la parole à Samira pour déjà parler un petit peu de son parcours, mais surtout nous dresser un panorama, voilà, dresser un panorama de ce qu'elle a constaté, et après on reviendra sur comment on peut essayer de travailler ensemble, les grandes lignes, hein, on a dit c'est pas aujourd'hui, mais ce partenariat au niveau local. Je vous parle de France. Okay. Avec Human Appeal et avec le local, puisque vous avez quelques bureaux par-ci par-là, comment nous, on pourrait faire quelque chose de similaire par rapport à localement, les sols par exemple. Voilà, ça c'est... Donc Samira, voilà, tu as un parcours, comme j'ai dit, riche et lent, donc tu peux nous parler de ton parcours à toi, déjà, comment tu es arrivé à cet accompagnement social, etc. Et puis après... Qu'est-ce que tu as découvert? Quel est ton état des lieux? Quel est ton diagnostic par rapport à la situation d'aujourd'hui? D'accord. Bon, moi, bonjour, je m'appelle Samira. Je m'appelle Samira Zaoui. Tu peux aussi. Je m'appelle Samira Zaoui. Je suis née à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Je fais partie d'une famille de 10 enfants. Ouais, Donc moi, j'ai commencé le social quand j'étais très jeune parce que mon père ne savait ni lire ni écrire. Et que ton quand père, Ammi Slimane, Allah yarhamou. voilà, mon père Rahman. En fait, quand mon grand frère a déménagé, Mohamed, donc j'ai commencé à faire les papiers chez mes parents. Comme les deux ne savent pas lire et écrire, donc j'ai commencé à faire sa retraite, à faire ses papiers. Après, ça a commencé comme ça. Après, j'ai commencé à faire des impôts. Après, j'ai fait les impôts des voisins, des voisines. Et tout en sachant que j'ai bénéficié, grâce à mon frère, de la CAFI depuis l'âge de mes 8 ans. Donc j'ai fait mes devoirs là-bas, j'ai passé mes examens là-bas et j'ai commencé à travailler en salarial à partir de 16 ans. La CAFI, donc, c'est une association. L'association culturelle d'amitié français immigré qui est située à Saint-Hubert, qui a vu le jour le 28 janvier 1974. Au début, elle avait été créée pour les papas qui savaient pas lire et écrire, qui venaient d'étrangers. Donc on a commencé par des cours. Ils avaient commencé par, moi j'étais trop petite, ils avaient commencé par des cours de français. Et Mohamed, mon frère, avait développé l'accompagnement à la scolarité. Donc on en a pu en bénéficier. Donc après, on a travaillé avec eux. On a travaillé à la CAFI, tout en parallèle en allant au lycée. Après, en rentrant dans le monde de la vie active, on a toujours gagné ça, on a toujours gardé ça, parce qu'en fait, moi, je faisais plus. On était payé certaines heures, mais on fait toujours du bénévolat, et voilà. Et donc après la CAFI, j'ai toujours travaillé à la CAFI. Après, j'ai eu un contrat. Bon, j'ai fait des petits boulots à gauche à droite. Et après, je suis rentrée chez le député en tant que secrétaire en 2000. Et j'ai fait mon contrat en emploi jeune. Puis après, j'ai continué à côté, à gauche, à droite. J'ai continué la CAFI tout le temps, la CAFI. Donc, on a développé un peu de social à la CAFI. C'est moi qui recevais les gens. Après, je suis devenue assistante parlementaire. Donc, j'avais un peu arrêté la CAFI, entre guillemets, sur l'accompagnement à la scolarité, puisque le travail d'assistante parlementaire me permettait, pas par rapport à mes horaires, de pouvoir faire les deux, mais grâce à mon travail d'assistanat parlementaire, j'ai réussi à régulariser des gens, je me suis occupée des surendettements, des expulsions, des demandes de logement, des surendettements, bref, j'ai découvert la misère sociale malheureusement sur certains cas. Et voilà, donc ça m'a permis, grâce à cet assistanat, d'avoir du pouvoir, entre guillemets, parce qu'en fait, quand vous dites je m'appelle X, voilà, et quand vous dites je suis assistante de, ça m'a ouvert énormément de portes, ça m'a formée. Je me suis autodidacte, donc je me suis formée toute seule, parce qu'il y avait l'ère d'Internet à cette époque, à ce moment-là. Donc voilà, après j'ai arrêté, quand le député a arrêté d'être député, j'ai repris la CAFI en tant que directrice. Ils appellent ça coordinatrice, mais c'est pareil. Oui. Donc je gérais l'administratif, l'accompagnement à la scolarité. J'avais une prof pour l'atelier de socialisation, donc pour les primo-arrivants et pour les femmes du quartier qui savaient pas lire et écrire, donc elles venaient. On a fait les projets VACAF, on envoyait énormément de familles en vacances avec le projet VACAF et tout. Et je tenais une permanence qui s'appelait l'accompagnement orientation, c'est-à-dire je recevais des gens qui avaient des problématiques de CMU, de RSA, de tout en fait. Je les accompagnais et après je les orientais si je pouvais, ou sinon je faisais tout. Quand j'ai arrêté la CAFI, parce que par choix, j'avais un choix, ma vie a changé, entre guillemets, personnelle, j'ai quand même continué à faire du bénévolat et je continue au jour d'aujourd'hui. Donc j'aide toujours les gens, donc je les reçois dans différentes structures. Là actuellement je les reçois à l'espace de vie sociale. Je vais chez les gens, je me déplace chez les gens. J'ai un ami à moi qui m'a mis un bureau à titre gracieux, donc je peux les recevoir aussi dans mon bureau. Donc c'est pour pareil, renouvellement de titre de séjour, parce qu'on sait que maintenant avec Rotaillot et tout, ils ont durci les renouvellements. Maintenant tout est sur Internet, on a beaucoup de papis, mamies, de familles qui savent pas lire et écrire, donc en fait il y a tout la fracture numérique. France Service reçoit, mais voilà, ils font pas tout ce que moi je fais, donc je récupère certains dossiers. Et puis voilà, après je fais les surendettements, pareil, je fais tout en fait. Je fais les CMU, les AME pour les personnes qui viennent juste d'arriver en France, je les oriente. Voilà. Après je peux aussi, en fait je fais tout, je fais tout ce qui est administratif, impôts, problèmes. Les besoins sociaux. J'accompagne les gens à la préfecture, ouais. J'accompagne les gens au rendez-vous de l'assistante sociale. Les gens ont du mal à comprendre ce que c'est un CCAS et UMDS.
Donc j'oriente les gens par rapport à s'ils ont des enfants, s'ils en ont pas, s'ils ils osent pas y aller. On a une épicerie sociale sur Sainte-Geneviève-des-Bois aussi. Les gens ont d'y aller, donc j'accompagne aussi. J'appelle, je prends les rendez-vous avec les assistantes sociales, je demande des bons pour que les familles puissent bénéficier. Donc voilà, c'est très global. Après, moi, le constat que j'ai remarqué depuis quelques années, c'est qu'on a beaucoup de familles monoparentales, que ça soit dans notre dans notre communauté ou hors, ou les autres. Les gens ont honte, le niveau social, le niveau financier a baissé par rapport à l'inflation qui est actuellement. Les gens ont honte quand ils payent pas leur loyer et tout. Donc moi, j'essaye d'aller vers les gens, parce que les gens viendront jamais vers moi par honte, de les orienter pour voir si on peut faire des dossiers des aides et tout. Donc moi, je constate actuellement les problèmes qu'on a, c'est les problèmes financiers, et c'est surtout les problèmes avec la préfecture. Papier, administration. Ouais, administration énormément. Là, hier, j'ai fait un dossier, je mets, des fois, c'est des 4 heures, 5 heures, la nef, on a énormément de problèmes avec la nef, les gens connaissent pas, il y avait des marches simplifiées, maintenant il y a la nef, mais après, c'est par rapport au statut que vous avez. Donc, tout ça, moi, actuellement, je fais beaucoup ça pour des petits papis qui sont du foyer, qu'on m'oriente par personne interposée. Et voilà, donc, mon constat, c'est ça, et c'est beaucoup de l'administratif, surtout des femmes qui sont en instance de divorce, qui connaissent pas leurs droits, qui savent pas comment faire, la relation avec le bailleur social aussi, parce que maintenant on a des enquêtes SCLS, les gens savent pas le faire, donc ils vont demander au bailleur, le bailleur il dit on le fait pas, donc faut vous trouver quelqu'un. Voilà, donc c'est ça. Après moi je le fais depuis des années, tout le monde me connaît je pense. Donc en fait c'est des gens qui me les orientent. Moi j'ai pas besoin de faire de pub. En fait les gens par X et Y me disent voilà elle a besoin de ça, je prends les coordonnées, voilà. Après c'est vrai que j'aimerais bien qu'on ait des gens qui viennent nous aider, parce que toute seule on peut pas tout faire, en équipe on peut être mieux. Donc voilà, j'ai intégré la PAVO, donc j'espère qu'avec la PAVO on va pouvoir développer des choses. PAVO, c'est Association algérienne de prévention et d'assistance du Val d'Orge. Voilà, donc j'ai intégré le bureau, donc j'espère que avec le bureau on va pouvoir faire des actions comme ça, où on pourrait faire même au niveau de la mosquée, faire des permanences où les gens peuvent venir et prévenir, et qu'on puisse, recevoir les gens et puis essayer de les aider au maximum. Barakallahu fik. Merci beaucoup pour cette présentation globale. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail, on va encore, dans un petit quart d'heure, on aura fait le tour aujourd'hui. Voilà. Puisque le frère revient d'un voyage, je l'ai cherché tout de suite à son arrivée tout à l'heure, et donc la sœur Samira était souffrante, mais elle est quand même venue, donc voilà. Mais aujourd'hui on va juste compléter cette partie. Alors je tenais juste à signaler que nous avons la présence d'un invité et d'un membre de ce qu'on appelle le GAIC, le groupe d'amitié islamo-chrétien, qui est un groupe bienvenu, qui est un groupe ancien, et qui est actif et qui favorise les échanges, l'amitié islamo-chrétienne. Et je rappelle juste que nous, par exemple, dans le Val d'Orge, on a ouvert vraiment des instances d'échange et de dialogue. On avait à l'époque, il y a plus de 20 ans, avec des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, des chrétiens orthodoxes. On avait une orthodoxe avec nous, avec la communauté juive aussi locale, M. Benayoun, entre autres. On avait constitué ce qu'on appelle le groupe de veille religieux, par exemple. Et c'était un réseau qu'on avait fait marcher quand il y avait des soucis, des problèmes d'ordre général dans la société, des thématiques d'urgence, etc. Eh bien, on a activé ce groupe de veille. Au cas de besoin, on peut le réactiver. Et puis, on a aussi un groupe d'amitié, ce qu'on appelle la fraternité chrétien-musulman du Val d'Orge, parce qu'il y a eu aussi une volonté de rapprochement et d'échanges culturels, économiques, social, interconnaissance, etc. Donc, toutes les occasions sont bonnes, et donc on a envie même de constituer ce qu'on appelle des groupes d'échange interconvictionnels. Ça veut dire qu'on va élargir vers les non-religieux, ça veut dire les philosophies, quelles qu'elles soient, les gens qui ont une religion ou pas. C'est-à-dire, c'est vraiment l'esprit de Médine et de l'Andalousie et de la civilisation musulmane authentique. Donc cette deuxième partie-là, ce qui nous intéresserait
tout de suite. Pardon, je vais mettre ça pour le micro, la vidéo. Les grandes lignes de la part de ton expérience à toi, de cette question de développement de l'action solidaire ou sociale au niveau local, de par votre expérience, de ce que vous avez fait. Donc vous avez dit qu'il y avait 3 ou 4 bureaux. Comment ça peut s'articuler? Est-ce que Human Appeal pourrait être peut-être le partenaire qui pourrait nous accompagner, avec lequel on va agir pour développer et être une force de développement de cette action sociale et solidaire, où on pourrait mutualiser avec d'autres associations, parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de petites assos et il n'y a pas de coordination. Mais vous, ce serait peut-être avec vous, vous serez la locomotive avec laquelle on peut constituer une grande maison dans laquelle le partenariat peut se développer. Et après, je demanderai aussi à Samira concrètement qu'est-ce qu'elle verrait aussi de son point de vue comme priorité ou comme étape importante. Et on se donne le temps qu'il faut de toute façon. Je dis, on aura peut-être à travailler pendant 2-3 mois avant d'élaborer. Donc les prochaines seront des réunions de plus de détails, de travail, d'organisation. Mais là, c'est les grandes lignes. Comment cette articulation peut se faire avec le local? Comment Human Appeal pourrait être, voilà, de par votre expérience, votre côté professionnel, parce que là, on a constaté que Samira fait bénévolement. Bon, donc ça veut dire, moi, je suis contre le bénévole qui dure 20 ans. Ça peut être un point de démarrage, 1 année maximum, mais il faut penser à pérenniser les actions par le professionnalisme. Donc, voilà, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette perspective de développement local? Inch'Allah. Alors, Human Appeal, c'est une organisation d'aide. Mais en fait, pourquoi il existe Human Appeal et toutes les associations qui l'aident? En fait, il existe parce qu'il y a un besoin et l'autorité, peu importe si c'est en France, locale ou nationale ou à l'étranger, elle n'arrive pas à répondre à ces besoins. Donc, je serai ravi quand un jour il arrive que Human Appeal n'a pas à exister. D'accord? En attendant, on doit travailler. Ce jour-là, peut-être on l'a vu à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, quand il collectait zakat et il trouvait personne pour prendre les zakat. Ah ben voilà, c'est le jour qu'on doit en fait attendre pour l'instant. Et donc, on peut faire les deux en fait. On peut mutualiser, on peut aussi travailler tout seul. Là, par exemple, je donne un exemple à Lille. À Lille, il y a beaucoup de migrants SDF là-bas, des gens qui essayent de traverser la Manche. Et ces gens-là, ils ont besoin d'aide. Il y a des organisations qui viennent de l'Angleterre pour les aider. Moi, j'ai vu des gens qui amènent des groupes pour que les migrants chargent leur téléphone portable avec cet générateur. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous, on a rentré dans un collectif là-bas, Human Appeal, avec d'autres associations pour fournir le repas à ces gens-là. Et on les fait devant la mairie de Lille, donc la place là-bas. Et chaque association, elle prend une journée pour fournir le repas et l'aide à ces migrants. Et là, tu trouves en fait qu'ils ne sont pas abandonnés. Et le charge, il n'est pas sur une seule association, il est distribué. Et après, s'il y a une association qui n'a pas assez, donc l'autre, elle va le compléter. Donc on est là. Donc ça, c'est mutualiser l'aide. On peut faire ça ici avec le groupe des associations. Après, nous, Human Appeal, quand on fait une collecte de dons, on laisse aux donateurs choisir le projet qu'ils vont financer. Donc on a une cagnotte
sur notre site qui s'appelle Social France, que les gens peuvent donner pour la Social France. Et nous, on a l'obligation de les dépenser pour la France et dans le Social France. Voilà. Donc après, il y a d'autres dons qui nous laissent en fait le choix de les dépenser là où il y a plus utile. Et donc sur ça aussi, on peut prendre de cette caisse pour financer des projets ici ou à l'étranger. Donc maintenant, on peut aussi aider des associations qui ont par exemple des projets, qui nous présentent un projet, mais ils n'ont pas les ressources financières. Et Human Appeal, elle peut les aider à réaliser ce projet-là. On peut aussi ramener nos bénévoles dans une action sociale ici en France, qui peut-être une association qui a besoin de coups de main. Donc ça, c'est les façons qu'on peut travailler en France à plusieurs. Voilà. Soit on se met ensemble, et soit il y a quelqu'un qui est spécialisé. D'ailleurs, on a fait ce voyage avec les femmes qui sont parties à Bruxelles, avec une association ici à Grigny, je crois, ou à Châtillon, vers Châtillon. Voilà. Et elle était contente. Cette femme-là, qu'ils ont découvert un autre monde, peut-être pour nous, c'est pas grand-chose, mais pour elle, c'était vraiment se reposer, penser au soi et aller voir en fait autre chose, sortir de la quotidien en fait. Donc voilà, nous on propose notre aide de cette façon-là. Donc vous avez, vous avez plusieurs possibilités, la mutualisation, l'intervention au nom du Human Appeal, l'intervention, co-intervention, l'accompagnement d'associations qui ont... Donc il y a plusieurs options. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut réfléchir ensemble au mode de partenariat le plus adapté pour le local, en Essonne notamment. Voilà. Mais c'est vrai que la grande problématique que nous avons constatée, en tout cas moi personnellement, mais je donnerai aussi, c'est qu'on a une multitude de petites associations. Et quand on essaye donc de les amener, par exemple, ils ont des problèmes de locaux. La plupart des problèmes des associations qui font du social ou de l'humanitaire ou autre, c'est toujours en volonté des locaux. Donc elles vont faire appel à des mairies ou à des bailleurs, mais c'est vrai qu'il y a tellement de petites assos qu'il n'y a pas assez de locaux. C'est une grosse problématique. Et donc, quand on essaie de les amener pour se mutualiser, pour constituer un groupement d'assos, sur certaines actions, pas tout, c'est vrai qu'il y a cette envie pour certains de garder leurs petites assos, de dire, voilà, moi j'ai ma petite association, j'ai mon petit drapeau, mais ça on peut le respecter. Mais ça n'empêche pas que, à plusieurs, en tout cas à une coordination de quelques associations, on a plus de force. On peut avoir un dialogue avec les institutions, avec les mairies et autres, pour avoir des locaux mutualisés, pour avoir des moyens mutualisés. Et cette étape-là de passage, et pour l'anecdote, je vais citer l'exemple de Sous tous les toits du monde. Sous tous les toits du monde a été créé, c'est un groupement d'associations, quand j'étais directeur de centre social à Grigny 2, eh bien en 2001, on a constaté qu'il y avait 15-20 associations dans tous les domaines, et elles voulaient toutes avoir des locaux, et chacune y avait 2-3 bénévoles, 4, 5, 10 maximum, et elles n'arrivaient pas à avoir des actions d'ampleur. Donc chacune était éparpillée, et donc il y a eu ce projet de dire, allez, avec la mairie de Grigny, à l'époque, M. Claude Vasquez, et ben on les a accompagnés pour mutualiser, pour créer une association d'associations. C'est-à-dire, on a dit à chaque association, vous pouvez garder quelques actions qui vous concernent particulièrement. Mais nous pouvons travailler à 5, 6, 7, 8 associations et former, on a appelé ça sous tous les toits du monde. C'est-à-dire, voilà, il y avait une dizaine d'associations et on a créé un statut, un conseil d'administration avec les représentants des assos, etc. Et certaines actions ont été prises collectivement. Par exemple, les ateliers de linguistique et sociaux, à l'époque on appelait ça l'alphabétisation, les actions sociales, quelques actions, et bien sous tous les toits du monde, a tout de suite émergé, et au bout d'une année, parce qu'elle avait de la force et de la reconnaissance, elle a pu salarier un premier directeur.
qui était Saad Halim Benyekou, donc qui est toujours membre du CA aujourd'hui. Il n'est plus directeur, mais il est membre du CA. Donc, on pourrait donc discuter de ces questions d'organisation. C'est la question d'organisation qui peut-être fait défaut. C'est-à-dire comment passer au concret. Bah, quand on dit à tout le monde va dire bravo, c'est bien, faut faire, c'est bien. Mais la question, pourquoi on n'a pas réussi à le faire jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? Donc c'est la question de l'organisation, en connaissant comment ça se passe dans l'environnement administratif, social, institutionnel, comment organiser cette cohérence, structurer les choses, créer des structures juridiques, morales, associatives, aux fédérations, etc. Et ce travail-là, on est prêt à le faire pour rentrer dans le concret, le vif du sujet. On ne reste pas dans les grandes annonces, les vœux, etc. Surtout on peut citer l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la question d'organisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré le fait qu'il soit prophète, qu'il soit le guide spirituel, etc., mais c'est la question d'organisation, il était très à cheval sur la question de l'organisation. C'est-à-dire il ne laissait rien au hasard. C'est-à-dire les missions étaient définies, il choisissait les bonnes personnes pour la bonne mission, et dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même à la Mecque, en tout cas, il y avait des référents. La question du social dans la mosquée était traitée, parce qu'il y avait le lieu pour les réfugiés ou les personnes dans le besoin. La question d'information, il y avait des personnes dédiées. Il y a la question de l'alimentaire, de l'entraide. Tous les domaines étaient organisés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissait rien. C'est-à-dire qu'il nous a appris aussi à ne pas juste dire Inch'Allah, ça veut dire on verra bien comment. Non, Inch'Allah, ça veut dire tu fais ce qu'il faut, tu prends les causes pour faire les choses de manière concrète et de manière avec la compétence et l'expertise. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'Allah aime quand quelqu'un fait une action qu'il la perfectionne. Donc je passe la parole à Samira pour nous dire, elle, comment elle voit les prochaines étapes aussi de son point de vue. Et à partir de là, on va annoncer la suite, Inch'Allah, des rencontres pour construire ensemble, Inch'Allah. Micro. Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine, c'est bon celui-là. C'est important, c'est important. Dire, tu le. Ah, je mets là. Vaut mieux le. Pour donner plus de. Ouais, c'est pour le. Ah, tfadl. La question. À moi la question? Non, à nous. Moi, je pense qu'il faudrait créer une association où on pourrait avoir des partenariats comme avec Human Charity. Parce que moi, je l'ai vu votre voyage. J'ai vu votre voyage à Bruxelles. Ah ouais. Je l'ai vu, ouais. Et c'est vrai que nous, sur le territoire de Sainte-Geneviève, tout à l'heure, j'ai oublié de dire. Pas que Sainte-Geneviève. Oui, non, mais là, moi, je parle de ce que je connais. Moi, je m'occupe aussi de personnes à côté de Carrefour qui sont SDF, qui n'ont pas de logement. Voilà. Donc, il y en a quand même beaucoup. Il y en a à la gare de Sainte-Geneviève aussi, que ce soit avec des papiers ou sans papiers. Il y en a énormément. Et moi aussi, je fais des maraudes. Donc l'année dernière, on en a fait une pendant le Ramadan avec ma famille. On est parti sur Paris, et que ce soit sur Paris ou ici, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont, que ce soit des migrants, des sans-papiers ou des gens qui ont des papiers, qui sont français et tout, qui se retrouvent à la rue, pour des accidents de la vie. Comme moi, j'appelle ça des accidents de la vie parce que ça peut arriver à tout le monde. On est à l'abri de rien. Aujourd'hui, alhamdoulilah, demain, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Mais c'est vrai qu'après, voilà, moi, je pense que oui, travailler avoir des partenariats avec des associations, mais déjà, nous, sur le territoire de Sainte-Geneviève, c'est créer une association où vraiment on ferait que du social. Ouais, il n'y a pas de... Spécialisé, parce que, on a des associations... À l'échelle du Val d'Orge. À l'échelle du Val d'Orge, oui, de Sainte-Jeanne, Val d'Orge, de l'Essonne. Mais parce que moi, je constate que, comme moi, à la CAFI, quand j'y étais, on faisait du social, on faisait du soutien scolaire, on faisait de la socialisation. Il y a des associations d'autres qui font certains trucs. Et des fois, en fait, tout est mélangé. Donc, en fait, il faudrait vraiment avoir une association concentrée vraiment spécialisée pour ça. Mais par contre, voilà. Et c'est vrai, comme tu dis, moi, j'ai toujours je fais beaucoup de bénévolat. Mais c'est vrai que le salarial, c'est mieux. Mais bon, après, pour être salarié, il faut déjà commencer, il faut déjà avoir des structures, structurer l'association, avoir aussi beaucoup de gens qui puissent
venir intervenir, l'échange de savoir. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont compétents pour certaines choses, d'autres, ils sont compétents pour... On a plein de gens dans la communauté, et hors communauté, que je connais aussi, qui ont des compétences. Il y en a, ils ont des compétences pour... je te donne un exemple. Tu as une fuite à la maison, il y en a, ils sont compétents pour ça. T'en as, ils sont compétents pour les papiers. T'en as qui sont compétents pour autre chose. Et c'est vrai que oui, je pense qu'il faut déjà structurer. Avant de passer des partenariats. Et oui, moi, j'aimerais bien travailler avec ce monsieur. Oui, moi, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Inch'Allah. Voilà. Barakallahu fik. Si Jamal, tu avais une question. Florence. Salam. Je voudrais d'abord vous remercier tous في بالك فيك. pour ce que vous faites. Masha'Allah, Allah yabarak fik. Merci. جمع عندي. Amin. Pour la suite, moi j'ai juste le constat que nous constatons ici à la mosquée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent pour des problèmes de logement, ils n'arrivent pas à financer leur logement, ils n'arrivent pas, il y a des handicapés qui viennent nous voir, ils n'arrivent pas, bon ils ont l'AME par exemple, mais ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins quotidiens, les loyers pour se nourrir et ainsi de suite. Et nous ici à la mosquée, des fois on est coincés parce que à la mosquée, nous c'est une mosquée, elle est là normalement pour le fonctionnement de la mosquée, de l'organisation, ainsi de suite, mais on n'a pas une structure dédiée au social, les aider, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place par exemple ici à la mosquée pour aider concrètement ces personnes-là? Et ensuite, entre-temps, quel est votre conseil à nous, responsables associatifs, responsables de mosquées en tous les cas? Qu'est-ce que vous nous conseillez pour l'accueil de ces personnes-là? Comment on doit les gérer? Comment on doit les accueillir? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'urgence? Parce que des fois, il y a des personnes qui viennent nous voir. On est, On a envie de les aider, mais on n'a pas les structures. On n'a pas les structures. Et de deux, on est sollicité tout le temps. Tout le temps, ouais. Pour aider tout le monde. Et concrètement, comment on pourrait les aider réellement? Je résume. Ou alors, comment on pourrait les orienter? Aussi. Ouais. Donc je résume. Ça aussi, c'est une autre question sociale. D'accord. Mariage. Je résume. Donc, Papier, oui, je peux bien faire. aussi. D'accord. Donc je résume. Je résume parce que la question est très importante, mais il faudrait que tout le monde l'entende dans l'enregistrement. Donc le frère Jamal nous dit, voilà, nous recevons beaucoup de sollicitations, des personnes dans la détresse, des personnes dans un besoin, que ce soit matériel, que ce soit maladie, que ce soit un problème de manque d'orientation, qui ne savent pas comment s'y prendre, ils sont dans une détresse parfois, la misère, etc. Donc il y a plusieurs demandes qui viennent, les gens viennent pensant, bon, la mosquée pourrait faire quelque chose, mais c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas de structure spécialisée, il n'y a pas une organisation ad hoc pour répondre à ces sollicitations. Donc comment on pourrait imaginer, à côté du travail qu'on peut faire dans la société, pourquoi pas aussi avoir un pied dans des mosquées, en tout cas dans la mosquée verroise dans un premier temps, pour répondre au moins, parce que c'est un guichet quelque part, c'est un lieu où les gens en détresse viennent. Comment on pourrait, ne serait-ce que réfléchir, mais c'est tout le programme de toute façon du projet, c'est comment répondre à ces... Donc comment répondre? Est-ce qu'on pourrait répondre à tout ou comment on peut répondre en partie? Et puis au pire, si on ne répond pas, comment orienter? Donc le frère a ajouté qu'il y a aussi des besoins d'ordre sociaux, il y a des personnes qui cherchent à se marier, il y a une crise actuellement, mais ça aussi, ça fait partie des réflexions à mener pour essayer de voir quelles sont les réponses possibles et de manière organisée, de manière structurée, que ce ne soit pas n'importe qui apporte des réponses, que ce soit sécurisé et organisé. C'est tout un programme. Alors, je donne la parole à Mohamed Rabih pour donner quelques grandes lignes, mais ce sera l'objet de notre projet du coup. Moi, je vais répondre à mon frère Jamal. Surtout, il faut rester responsable de la mosquée et pas d'autre chose. D'accord? La mosquée, c'est un lieu du culte, mais pas seulement, c'est vrai. On a l'exemple de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ok, il y avait une action sociale dans la mosquée de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je pense qu'il y avait des hommes qui géraient ça, et il y a d'autres qui sont spécialisés pour le fatwa, pour diriger la prière, etc. Donc on ne peut pas faire tout. La semaine dernière, j'ai reçu l'association Rahma, c'est une association humanitaire qui est dans la ville de Rogny-sous-Bois. Ils sont un local dans la mosquée. En fait, c'était né dans la mosquée, l'association, mais elle est gérée par des frères à part. Le local, il est aussi loué par la mosquée à eux. Ils stockent les produits alimentaires, ils reçoivent leurs bénéficiaires et ils le donnent, en fait, les colis chaque semaine. Pourquoi ils sont venus chez moi? Parce qu'en fait, ils ont un projet d'augmenter le nombre de bénéficiaires qui peuvent bénéficier de ces colis alimentaires. Donc nous, on est là pour ça. Donc voilà, si vous voulez vraiment, il faut prendre la mosquée, il faut avoir un rôle. On ne peut pas dire, voilà, aller à Saint-Denis, là-bas, chercher un colis alimentaire chez Omanapul. Non, c'est impossible. Et donc, il faudra créer cette association sociale au sein de la mosquée, même si vous n'avez pas de ressources, même si vous n'avez pas... Mais il y a des personnes qui peuvent prendre cette tâche-là. Et quand il y a un bénéficiaire qui vient demander à la mosquée, c'est eux qui doivent être le contact de la mosquée pour le bénéficiaire. Maintenant, après, c'est quoi? Après, on peut demander, en fait, d'avoir une liste, organiser ça, gérer les bénéficiaires, est-ce qu'ils ont vraiment dans les besoins? Il ne faut pas hésiter de demander des justificatifs de domicile, des ressources, etc. Les malades aussi, voilà. Donc ça, c'est un travail, comme elle a dit la sœur, on peut commencer un travail bénévolement. Bien sûr, les gens, quand ils ont le temps, ils vont donner à ça. Donc, commencer avec un petit groupe de familles, par exemple une dizaine de familles, vous les aidez par mois. Après, si vous voyez que vous avez la possibilité d'augmenter, hein, nous, on peut vous soutenir en fait pour l'aide, les ressources, mais il faudra quand même les hommes et les femmes qui portent le projet. D'accord. Après, le local, le problème de local, ça se pose. Et là, vraiment, il faut rapprocher soit l'autorité locale et soit des associations qui ont de local, mais elles ne l'utilisent pas tout le temps, ou ne l'utilisent pas tout le local. Après, vous avez aussi la possibilité, on va dire, de louer. Et ça, c'est important. Il faut anticiper, il faut louer de local pour stocker. Et on peut solliciter aussi les sociétés. Tu sais, aujourd'hui, il y a les lois anti-gaspillage et il y a beaucoup de choses consommables qui partent à la poubelle, malheureusement. Et donc ça va être un effet contre les boches, mais aussi contre la terre. Donc il faut sauver ça, il faut sauver notre terre et il faut sauver les gens qui souffrent. Donc voilà, moi je propose ça. Moi je me dis, je suis à votre côté, Inch'Allah. Si vous avez besoin, de première étape jusqu'à la fin, on sera à vos côtés. Quant aux questions de mariage, ça ne me concerne pas moi. Je suis marié déjà. En tous les cas, bon, en conclusion, c'est un début de processus avec l'idée. Moi personnellement, je vais plus le quitter jusqu'à ce que d'ici 3 mois, Inch'Allah, on ait sorti une organisation qui réponde non seulement aux besoins au sein de la mosquée, mais qui soit ouverte sur la société et qu'on aille au-delà des murs de la mosquée pour répondre, pour compléter le travail, je dirais, d'accompagnement social. Et on n'est pas dans ce qu'on appelle le mot assistanat, parce qu'il faut aider là où il y a besoin d'aider, là où il n'y a pas d'autres qui peuvent aider, et là où la personne aussi a envie de s'aider. Donc on va faire tout un travail, comme le fait Emmaüs par exemple, et des associations qui ont la culture, c'est qu'on ne fait pas les choses à la place des gens. C'est qu'on va apprendre aux gens à se battre.
à se débrouiller. Il y a des choses qui les dépassent dans un premier temps. Mais on va essayer de faire ce que dit le proverbe chinois, essayer de leur apprendre à la pêche au lieu de leur donner les poissons. Mais dans un premier temps, tu dois leur donner un peu de poissons pour qu'ils se tiennent. Donc ça veut dire que ce travail d'accompagnement social, c'est pas de l'assistanat qui va durer. Non, c'est dans un premier temps répondre aux urgences et structurer le travail de développement social pour que on puisse accompagner les gens, les former, pour qu'ils reprennent confiance en eux, pour qu'on comble des lacunes, que ce soit leur formation, les aider à chercher du travail, les aider à apprendre l'informatique, à apprendre à parler, à écrire. Et puis ce sera un travail ouvert à tout le monde. Ça veut dire que, moi je pense que la première étape, c'est créer une association. Moi je donne toujours l'exemple de Monte Sud, c'est une mosquée, mais à côté de la même mosquée, dans les mêmes locaux, il y a un pôle, il y a une association qui fait l'éducatif, indépendante de l'association de la mosquée. Et il y a une autre association, et c'est ce qui nous manque encore peut-être aujourd'hui ici. On a l'éducatif, on a la mosquée polyvalente, mais il nous manque l'association qui fait le social, qui soit indépendante de la mosquée. Quand elle est indépendante, ça veut dire qu'elle va travailler, y compris avec la mosquée, mais elle va travailler aussi en dehors, et elle va être reconnue par le département, par les autorités, pour avoir des labels. Donc il faut qu'elle ait cette indépendance de personne morale indépendante, et celle du 78, là, le Monte Sud, la préfecture la reconnaît, et elle a 12 lits de lits d'urgence, qu'on appelle d'hébergement d'urgence. Elle a une épicerie sociale, ils ont un restaurant professionnel, ils salarient 4-5 personnes. C'est vraiment une structure indépendante qui est modèle dans 78. Donc d'ailleurs on va la visiter, oui. Peut-être, voilà, depuis le temps qu'on le dit. Donc en tout cas, si Jamel, on va continuer le travail d'organisation, peut-être une prochaine rencontre de travail en janvier, peut-être si vous voulez une maraude, pourquoi pas, avant la fin de l'année, juste pour commencer à se chauffer. Se chauffer, c'est le cas de le dire, il fait froid, et on réfléchit, on fait des petites actions, mais on prend le temps aussi de structurer de manière carrée, professionnelle, c'est-à-dire que le but c'est de professionnaliser ce travail. Ça devienne vraiment une association reconnue avec des pros qui répond à un besoin réel et concret. Inch'Allah. C'est ça Allah aime qu'on fasse des actions avec la J'aimerais bien, parce qu'il y a des frères ici, à un moment donné, ils se sont réunis avec Cheikh Brahim. C'était au mois de mai, au mois de juin. Ils ont essayé, avec la sœur Maria notamment, ils ont essayé de créer quelque chose. Donc, il y a eu des tentatives. Moi, je ne savais pas que ça allait se dérouler sur ce thème et sur ce sujet-là. Donc ça serait bien la prochaine fois qu'on les invite, qu'il y aurait Cheikh Brahim, qu'on les sollicite. Bien sûr, bien sûr, bienvenue. Bienvenue. Voilà, c'est des jeunes, Mohamed par exemple, avec plaisir. Des jeunes qui veulent s'investir dans avec plaisir. Et ça leur tient à cœur. Il y a même une association, les frères, les jeunes de la cité. Oui, qui le font, qui ont fait des maraudes. Tout ça, ils font des maraudes. Bien sûr. Bienvenue. Déjà, eux, voilà, ils ont envie. Ils sont déjà dedans. Autant qu'ils fréquentent notre mosquée. Bienvenue. Autant les solliciter et, bienvenue. Et essayer de structurer quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Voilà, nous, en tous les cas, qui m'appelle Mohamed, moi, je peux. Non. Oui, il faut spécialiser les gens. Tu as raison. Moi, j'ai dit, en fait. Il faut spécialiser. Il faut que le noyau parte de la mosquée. J'ai dit, il ne faut pas rentrer, vous, les dirigeants de la mosquée, mais il faut que le travail parte de la mosquée. Parce que sinon, c'est quoi la différence entre l'association ici et une association qui sont des par d'autres personnes? Donc la mosquée, son rôle en fait, de réunir ces acteurs et former la première association, d'accord, et leur dire, voilà, vous êtes prêts à prendre ce travail-là, vous n'êtes pas seul, mais il faudra que vous soyez le noyau pour démarrer ce projet. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, on va faire ce travail d'accompagnement, d'organisation, de structuration sur des bases saines. Ça veut dire tout simplement, il faut qu'il y ait cette connaissance juridique et institutionnelle pour faire les choses de manière saine et organisée. Voilà.
Et que ça soit petit à petit avec une vision long terme, c'est-à-dire en vue de professionnaliser cette action et qu'elle devienne une vraie institution qui rend service à la communauté, à la mosquée, mais pas seulement, mais qui rend service à tout le monde. Voilà. Tous les besoins. Voilà. Et puis, barakallahu fikum en tous les cas, voilà, on vous donne rendez-vous, on n'a pas encore de date, peut-être courant janvier. Maintenant, s'il y a une petite action qu'on peut faire d'ici fin de l'année, peut-être une maraude, repas chaud ou soupe, on va le faire à côté de là où il y a les personnes sans domicile fixe, à Sainte-Geneviève et dans les environs. C'est un entraînement. On peut faire une tentative de mutualiser 2-3 petites assos, en tout cas les actifs qui ont envie de venir. Ça donne envie de faire plus après. Et en parallèle, on se revoit donc en janvier. On prépare, on invite ceux qui ont envie de s'investir, même en réunion, ce sera des réunions de travail. Voilà, ce sera des réunions de travail et d'organisation. C'est pas, voilà. Aujourd'hui, c'était pour lancer l'appel et cette annonce. Et les prochains, ce sera plus des réunions de travail et d'organisation. Et on va se donner quelques semaines, en tout cas, maximum 2-3 mois pour structurer les choses. Barakallahu fik. Alors moi j'ai préparé en fait mon intervention aujourd'hui pour convaincre les gens devant moi à rentrer dans les projets sociaux et être acteurs pour augmenter leur foi et pour répondre aussi à des demandes. Donc aujourd'hui, on a traité le sujet différemment, mais il faut mobiliser les jeunes surtout pour être bénévoles au service des autres. Inch'Allah, Inch'Allah. On va le redire de toute façon régulièrement. Motiver. On le fait, hein. On le fait ici. C'est pas la première intervention. C'est possible. C'est en janvier. En janvier, on a une date de livre. Parce que le souci, c'est que Inch'Allah. En général, les gens ils viennent, ils restent à la mosquée en général entre le Maghreb et l'Aïcha. Inch'Allah. En général, les gens ils viennent, ils prient, ils repartent, et il y en a ils font les courses, ça suffit. Donc si on veut vraiment, c'est le discours que je tiens toujours. Eh ben, moi je délègue. Je dis toujours, si tu veux organiser des conférences, des assises, n'importe quoi. La prochaine. Le mieux c'est d'organiser entre le Maghreb et l'Aïcha. Inch'Allah. Un peu plus de monde. Inch'Allah. Pas des masses. Eh ben, je délègue à mon frère Mohamed le soin de ce qu'il voulait dire aujourd'hui sur la motivation, etc. pour le créneau de janvier. Le dimanche, je crois que c'est un dimanche ou un samedi. Dimanche 13, ou non, c'est le 11. Ouais, je crois que c'est soit dimanche 11, soit le dimanche 18. Un dimanche, j'interviens pendant les vacances parce que moi aussi j'ai des cours. Tu as aussi des. En tout cas, on verra. On fera En tout cas, un week-end, même samedi. un samedi ou un dimanche après le Maghreb avec le frère Mohamed Rabih, parce que moi je ne suis pas certain d'être de retour. Mais ce sera lui, au pire, lui il fera, masha'Allah, il fera tout. Et avec la sœur Samira et Mohamed Rabih, la prochaine réunion, chacun de nous doit ramener 5-6 qui ont envie de s'engager. Donc toi, tu ramènes des sœurs, Mohamed Rabih et moi une douzaine. Moi, je ramène personne. Voilà, voilà. Moi, j'ai vu votre jeune ici qui s'appelle. Inch'Allah. Bah, d'ici. Voilà. C'est ça le but. Barakallahu fikum. Jazakum la khair. Et qu'Allah nous facilite. En tout cas, merci pour nos amis du GAIC. D'ailleurs, on va essayer de développer aussi des actions avec le GAIC. Avec grand plaisir, Inch'Allah. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته